Alors, moi, je suis loin d'avoir reconnaissance, évidemment, mais je suis très pratique. Donc, vous avez parlé du gouvernement mondial. Moi, ce qui m'aurait presque amusé, je m'amuse un peu de tout ça, peut-être comme vous, c'est de dire que le premier gouvernement mondial a peut-être été créé par les banquiers juifs hollandais quand ils ont créé la Banque d'Angleterre, sachant qu'ils pouvaient avoir de l'influence sur le roi d'Angleterre, sachant que l'Angleterre avait des propriétés un peu partout dans le monde. Il n'était pas mondial, il ne recouvrait pas tout, mais il s'étendait sur tout le globe. Deuxièmement, vous allez confirmer un peu tout ça, parce que je suis amateur en économie. Il semblerait aussi que ces banquiers-là aient prêté donc de l'argent hors, disons, au roi d'Angleterre. Il aura demandé l'autorisation d'en tirer autant de papier en créant la Banque d'Angleterre. Donc ça a été un banquier, à ma connaissance, et les premiers faux monnayeurs de l'histoire. Voilà les 2 points. Qui explique peut-être pas mal les autres qui vont suivre avec la création de la Fed et tout ça. Oui. Alors, historiquement parlant, il y a eu une association entre Olivier Cromwell et en effet les banquiers qui venaient des Pays-Bas et qui ont eu l'autorisation massivement de s'installer en Angleterre. Il y a eu un pacte faustien entre cet élément politique et cet élément économique pour développer un empire. Et donc l'empire anglais, l'empire britannique, s'est développé sur cette association faustienne, si je puis dire, entre le banquier et l'homme politique. Gouvernement mondial. Oui, mais on ne peut pas parler de gouvernement mondial parce qu'à l'époque, quand même, les banques centrales n'avaient pas pris l'ampleur, n'étaient pas organisées telles qu'elles le sont devenues. C'était la première, en effet, mais je dirais que c'est surtout au XXe siècle que les choses se sont vraiment, vraiment accélérées avec la création de la BRI, qui est un élément très, très, très important, puisque il faut quand même savoir que la BRI a permis le financement du réarmement et de tout l'effort de guerre nazi. Hitler a été financé par les flux de capitaux qui ont transité par la BRI. Et dans laquelle les banquiers français étaient aussi intéressés, hein, parce que la liquidation des réparations de guerre s'est faite au profit des banquiers qui ont accepté finalement, qui ont fait accepter par le gouvernement de s'asseoir finalement sur les réparations de guerre, parce que eux tiraient profit des intérêts des prêts qui finançaient l'Allemagne nazie, la reconstruction et l'effort de guerre. Le gouvernement français devait s'asseoir sur les... Oui, le gouvernement français a accepté de renoncer finalement, de ne pas insister, de ne pas persévérer dans la réclamation des réparations de guerre qui étaient dues. Les gens ne savent pas ça. Absolument pas. Les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas la BRI d'une façon générale. La BRI, c'est un élément extrêmement important du système financier actuel, peut-être beaucoup plus que le FMI et que la Banque mondiale. Monsieur Deleuze. Oui, madame, en écoutant votre brillante synthèse, je me remémorais un petit peu les vers de Musset. Dors-tu contre Voltaire, et ton œil de sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Ton siècle était dit ton trop jeune pour te lire, le nôtre doit te plaire et tes hommes sont nés. Je m'explique. Je crois qu'avec les philosophes du XVIIIe, et vous avez fait allusion, avec les philosophes du XVIIIe, on a changé totalement de civilisation. Ah oui. C'est-à-dire que l'autorité ne vient plus d'en haut, l'autorité vient d'en bas. L'autorité venant d'en bas, il a fallu faire une révolution complète, qui a abouti d'ailleurs à la Révolution française et à tout ce qui a suivi, une révolution complète aboutissant à ce que l'on connaît aujourd'hui, ce que vous avez si bien décrit, mais aboutissant également à la création d'autres lobbies d'influence, des lobbies médiatiques, des lobbies d'influence de la franc-maçonnerie ou autres. Et tous ces lobbies rendent l'État absolument difficile à gérer et difficilement contrôlable. Ça, c'est un premier point. J'essaie d'élever encore un petit peu le débat sur un plan plus philosophique. Sur le plan économique, personnellement, j'étais assez, je ne vous étonnerai pas, assez méfiant vis-à-vis du traité de Maastricht. Précisément parce qu'on donne une indépendance totale vis-à-vis du pouvoir politique à la Banque européenne. Et je suis tout aussi méfiant vis-à-vis d'une banque, d'un panier de banques créant une institution mondiale. Je suis assez méfiant parce que là, ça sera la négation même des pouvoirs politiques de chacun
dans sa civilisation et dans sa société? Alors, effectivement, s'il est souhaitable de voir disparaître le dollar en tant que monnaie de réserve internationale exclusive, je pense qu'il faut que tout le monde ait bien en tête que de passer de Caribe-Ancilla n'est pas forcément souhaitable non plus. Et que les DTS tels qu'ils se présentent actuellement seront une monnaie internationale gérée exclusivement par les banquiers. Donc qui ne sera pas au service de la monnaie, puisque la monnaie, de façon initiale, et là c'est l'archéologie qui nous renseigne, la monnaie a été créée comme une institution, et une institution de service public, de façon à faciliter les échanges. La monnaie, contrairement à ce que tous les économistes, sans exception, disent, contrairement à même ce qu'Aristote a affirmé, la monnaie ne doit pas être considérée comme une réserve de valeur. Parce qu'à partir du moment où vous considérez la monnaie comme une réserve de valeur, la monnaie devient une marchandise dans le commerce. Et cette marchandise, comme toutes les marchandises, est soumise à spéculation. Il y a des périodes pour lesquelles ça n'a pas réellement posé de problème que la monnaie soit assimilée à l'or, parce que la spéculation n'avait pas les proportions qu'elle a aujourd'hui, mais le développement des capacités technologiques, comme le high frequency trading, ou comme toutes les technologies actuelles de vente de ce type, font qu'aujourd'hui, la spéculation est en soi un problème. Considérer la monnaie comme une marchandise ne mettra jamais les monnaies d'État à l'abri des spéculateurs. Et ça, les devises seront sur le marché des devises. Donc à partir du moment où on ne revient pas sur ces fondamentaux-là, on ne reviendra pas sur la détermination des DTS en tant que monnaie gérée par des banquiers. Or, une monnaie gérée par un banquier, c'est une monnaie qui est au service des intérêts des banquiers. Donc ce n'est pas une monnaie. À strictement parler, ce n'est pas une monnaie, ça ne remplit pas la fonction monétaire. Ça c'est comme quand on dit, enfin, je vous fais une analogie parce que on est tellement habitué à utiliser une terminologie dont le sens profond est totalement modifié d'une époque à une autre qu'on ne s'en rend plus compte. Et pour vous donner un exemple concret et récent que vous avez encore en tête, je vous demande juste de faire 2 secondes, d'essayer de comprendre la différence qu'il y a entre le Parlement, le système parlementaire que nous avons connu depuis la Révolution dans les pays comme la France, ou l'Angleterre, ou n'importe quel pays d'Europe occidentale, et ce qu'est devenu le Parlement européen. Ce sont 2 institutions qui n'ont strictement aucun rapport. Ils ne remplissent pas la même mission, ils n'ont pas les mêmes prérogatives. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est effectivement une rémunération intéressante de leurs membres. Mais je dirais que c'est des institutions qui n'ont de commun que le nom. Et on a gardé le terme parlement. Les parlements, dans l'Ancien Régime, existaient, mais c'était des cours de justice. Donc on est habitué à employer des termes qui ne correspondent plus à rien. On est employé à parler de monnaie, alors qu'on ne parle strictement pas de la même chose que la raison pour laquelle la monnaie a été instituée. Tout a été dévoyé. On est dans une imposture universelle. Il faut quand même se rendre compte que nous vivons dans l'imposture universelle. Et ça, c'est vraiment le point central, finalement, de mes recherches. C'est que l'essentiel des débats est systématiquement occulté par une masse informe d'informations secondaires, et que les informations essentielles, on ne les a pas. Et l'or est un étalon. Alors l'or est un étalon. Un panel de monnaie ne sera plus un étalon, ce sera futur. Non, moi je dis pas ça. Je dis qu'un panel de monnaie, si les monnaies sont gérées par le politique, est valable. Oui. Mais un panel de monnaie géré actuellement par des banques, ça ne tiendra. Et vous m'avez dit quelque chose de très intéressant, Valérie. Vous m'avez dit finalement une monnaie, ça doit être une institution. Bien sûr. C'est une unité de mesure. Or, on ne spécule pas sur la longueur du mètre. Non. Donc, on ne spécule pas sur une monnaie. Il faut quand même rappeler que l'Empire britannique s'est développé à ses débuts avec comme monnaie un bâton. Et le bâton n'était pas dans le commerce. Un bâton, ça vaut rien. Un mètre, ça ne vaut rien. La monnaie, c'est une unité de mesure. C'est un instrument de mesure. Ça ne détermine pas en soi la valeur du bien. Ça ne fait que la mesurer, comparer les valeurs entre elles. C'est tout ce que ça fait. Et de la même façon qu'un mètre mesure des distances. Mais une monnaie ne doit pas être, je le répète, une réserve de valeur. Et tous les économistes, il n'y en a aucun
qui remet ce postulat en cause. Je n'ai jamais entendu aucun économiste remettre en cause le fait que la monnaie était une réserve de valeur. Et ça, c'est très très grave. C'est exactement ce que disait Einstein. On ne peut pas résoudre un problème avec la mentalité de ceux qui l'ont créé. Voilà. Madame Sébier. Oui, je voulais vous demander que représente à la fois comme concept et puis en masse et par rapport au sujet que vous avez traité, ce qu'on appelle la finance islamiste. Ah oui. Enfin. Ah ouais. Alors ça c'est une imposture de plus. Voilà, je vous réponds. La finance islamiste, c'est une imposture de plus, comme la microfinance, parce que la finance islamique remplace les intérêts par des commissions. Donc vous avez effectivement dans la finance islamique l'intérêt est interdit, mais les commissions la rémunération par intérêt est remplacée par une rémunération par commission d'égale valeur. Donc on est dans la posture. De toute façon, finance et islam ne vont pas ensemble. C'est antinomique. Ce sont deux termes qui sont antinomiques. Voilà. Donc oubliez la finance islamique. Ça, clairement, c'est géré par les banquiers. Et alors, on est pareil avec la microfinance. Vous avez Mohamed Youssouf qui passe pour un grand humaniste. Je crois que c'est Youssouf, hein, son nom. Qui passe pour un grand humaniste. Mais ça a été une façon de mettre la main sur des gens qui échappaient au système bancaire. Des gens qui étaient très, très vulnérables économiquement. Et qu'on a rendus encore plus vulnérables. C'est vraiment c'est le désert qui augmente toujours et toujours, quoi. On a affaire à des gens qui ont des valeurs extrêmement anti-civilisationnelles et je dirais même contraires vraiment au développement de l'humain, quoi. Donc je crois que là il y a quand même des réflexions à avoir sur la puissance corrélative de l'État et des banquiers. Voilà. Oui, dans le manifeste communiste de 1848 de Marx, j'ai retenu qu'une chose qui m'a paru intéressante, c'est qu'il dit clairement qu'il faut créer une banque centrale appartenant exclusivement à l'État. C'est peut-être pour ça qu'à Cuba et en Corée du Nord, ils ont... Oui, mais alors là encore, ça dépend de ce que vous mettez derrière le terme État. L'État, d'accord. Ah oui. Bah oui. L'État est dirigé par quels intérêts, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est un État? Un deuxième point, c'est que vous parlez tout à l'heure d'un système où les importations sont prioritaires, dans l'autre où les importations ou l'exportation sont prioritaires. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a écrit Julio Mainviel quand il dit qu'un pays bien géré et les pays bien gérés devraient maintenir un équilibre importation-exportation, ce qui éviterait peut-être d'avoir une monnaie marchandise et qui éviterait peut-être d'avoir ces dépressions ou entre différents États. Maintenant, c'est peut-être un peu théorique. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la valeur d'une monnaie est intrinsèquement liée à la valeur économique d'un État. Ça, c'est vrai. C'est pas incompatible avec ce que j'ai dit. Non, c'est pas incompatible, mais c'était pour poser le postulat. Ce que vous dites, c'est que les importations et les exportations doivent être équilibrées. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Oui, je dirais que vous avez des États qui ont très peu de ressources naturelles, donc effectivement, il faudrait qu'ils développent énormément leurs services pour pouvoir générer cet équilibre. On ne peut pas faire appel de la monnaie qui n'est pas la leur. Oui, mais je dirais, après, on ne peut pas changer la nature profonde du territoire sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur un territoire qui n'a pas de ressources naturelles, eh bien, il faudra les importer, ces ressources naturelles. Si vous êtes sur un territoire qui n'a aucune ressource énergétique... C'est le cas de la France. Bien sûr, c'est le cas de la France, mais c'est le cas de beaucoup d'autres pays. Voilà, donc ce que vous dites n'est pas forcément réaliste, voilà, dans la vraie vie. C'est la seule chose sur laquelle je voulais insister. Parce que vous avez... les répartitions des richesses ne sont pas égalitaires sur cette terre. Vous avez des États qui ont beaucoup de pétrole et qui n'ont pas de diamants, d'autres qui ont des diamants, pas de pétrole, d'autres qui ont des terres arables et d'autres qui n'en ont pas, enfin, d'autres qui ont de l'eau, d'autres qui n'en ont pas. Donc, s'ils ne veillent pas à cet équilibre, ce sera dangereux pour eux à un moment ou à un autre. Oui, mais veiller à cet équilibre peut se faire de façon plus subtile, en développant l'éducation et en développant... Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire, si vous n'avez pas de ressources naturelles, il faut développer d'autres ressources et ça demande des investissements financiers sur la durée. Et ces investissements financiers doivent pouvoir être faits par les États avec un système de création monétaire adéquat, je dis bien adéquat, qui soit équilibré par rapport aux réels besoins de la population. Oui, et puis alors, j'ajouterais que
Les exportations, c'était un petit peu mon métier. J'ai travaillé dans une trentaine de pays du monde. De plus en plus, les exportations sont soumises aux banques. Bien entendu, évidemment. Ne serait-ce que la Banque mondiale. Moi, j'ai travaillé avec la Banque mondiale. Ne serait-ce qu'avec des banques théoriquement, enfin des systèmes d'assurance-crédit théoriquement d'État, mais dans lesquels rentraient de grandes banques. Par exemple, en France, la COFAS. La COFAS était essentiellement dépendante de grandes banques comme Indosuez ou comme Crédit Agricole Indosuez, BNP, etc. Par conséquent, effectivement, les importations, on arrive à équilibrer importation-exportation, tous les États souhaitent, enfin tous les pays souhaitent arriver à cet équilibre, mais le jeu est faussé par le biais des banques. Oui, alors ça c'est évident, mais tant qu'on ne retirera pas la fonction monétaire des mains des banquiers, on ne sortira pas de ces problèmes-là. Comme disait Karl Marx. Oui, mais... Non, mais voilà. Laurent. Oui. Donc si j'ai bien compris ce que vous avez dit, on peut penser donc que les monnaies électroniques sont disqualifiées parce qu'en soi elles servent de réserve de valeur. Ah oui, absolument. Et alors ? Exactement. Alors, moi, j'ai travaillé sur les crypto-monnaies, donc je sais à peu près de quoi il s'agit. Et en effet, le problème essentiel de la crypto-monnaie, c'est qu'elle est conçue ab initio comme une réserve de valeur. Et ça, donc, ça la disqualifie techniquement pour remplir un rôle fonctionnel de monnaie. Cependant, quand même, nous sommes dans un monde qui est dominé, et en particulier dans les échanges internationaux, par des organismes comme SWIFT, qui peuvent exclure du jour au lendemain des pays entiers des échanges internationaux. Et ça, ce n'est pas acceptable. Je dirais c'est un rapport de force qui est trop violent pour les populations concernées des États exclus. Donc, je dirais que les crypto-monnaies, mais je parle là de crypto-monnaies d'État, et qui ne seraient pas adossées à du vent comme les crypto-monnaies privées le sont, mais qui seraient adossées donc à des richesses étatiques. Et quand je dis richesse, je ne parle pas seulement de richesses matérielles et en pétrole ou en or. Je parle de richesses aussi en services. Et c'est là où, en réalité, si les États reprennent le contrôle de leur monnaie, ils peuvent établir des commissions qui seraient des chambres de compensation interétatiques pour déterminer la valeur, effectivement, des États, en fonction de leur économie, de la qualité de leurs ressortissants. Parce que vous voyez bien que l'économie... On nous parle tout le temps d'économie dissociée du social, mais l'économie ne peut pas être dissociée du social. Vous voyez bien que quand il n'y a plus d'enfants pour payer les retraites, l'économie ne fonctionne pas. Si vous avez des gens qui sont tous malades, il n'y aura pas d'économie. Je veux dire, donc l'économie d'un pays doit être conçue de façon globale. Et dans cette condition-là, quand vous avez une crypto-monnaie... Parce que la monnaie, elle peut être dématérialisée, c'est pas un problème. Qu'elle soit matérielle ou dématérielle n'est pas un problème, puisque la monnaie, c'est un instrument de mesure, vous avez bien compris. Donc ça peut très bien être fait sous forme dématérielle. Il faut sortir il faut se sortir de l'esprit que la monnaie dématérialisée, c'est le diable. Ce n'est pas vrai. Et une crypto-monnaie d'État adossée à de véritables valeurs, de richesses et des valeurs sociétales, à mon avis, serait valable. Oui, serait valable et permettrait de contourner SWIFT surtout. Ça serait peut-être pas valable sur la durée, mais en tout cas, ça permettrait aux États déjà de court-circuiter des organismes financiers extrêmement opaques, comme le sont ces organismes-là. Et que penser des monnaies locales ? Les monnaies locales, en fait, c'est ça, monnaie locale, économie locale. Donc, et puis, le problème avec les monnaies locales, c'est quand il s'agit de crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, elles sont adossées à rien du tout. C'est des projets qui sont adossés sur du vent. Enfin, il n'y a aucune garantie de... Et en plus, c'est quand même très souvent, enfin, pas toutes les formes de crypto-monnaie, mais celles qui sont sous forme Bitcoin, extrêmement énergivores. Donc il faut que ça soit... Enfin, si je pense à des monnaies locales sous forme de crypto-monnaie, ça pose aussi le problème de l'énergie. Maintenant, les monnaies locales qui peuvent être sous n'importe quelle forme, c'est comme ça que la monnaie a commencé. Hein. C'est localement. Donc après, il faut déterminer le territoire adéquat pour la monnaie, parce qu'il faut quand même que les échanges puissent se faire de façon relativement fluide. Donc moi, ça c'est un point de vue personnel, j'estime que, en particulier en France, la détermination de l'État, enfin, la France, dans ses frontières actuelles, était valable pour déterminer une monnaie d'échange correcte, qui puisse satisfaire l'essentiel des besoins des gens.
Maintenant, on peut discuter effectivement sur la limitation géographique dans laquelle une monnaie doit s'impliquer. Mais c'est vrai que plus la géographie est limitée, plus vous aurez des difficultés à échanger. Il faudra faire des compensations avec les monnaies d'à côté. Donc on réinvente la roue en fait. Hein. Oui, c'est pas... Mais est-ce que c'est pas un bon moyen pour des gens au niveau local de se réapproprier justement la monnaie? Oui, mais enfin, c'est un moyen qui est limité dans le sens où vous êtes limité dans des transactions locales. Donc, ça ne vous permettra pas peut-être d'acheter tout ce dont vous avez besoin. En un mot, Valérie nous invite à avoir plus d'ambition. Il faut qu'on remette les mains sur l'État. Oui, c'est ça. Moi, je vous inviterais plutôt à faire ça. La Chine a longtemps été avec une double monnaie. Oui. Une monnaie qui n'était pas sur le marché, chinoise, effectivement. Qui n'était pas sur le marché. Exactement. Et chaque province qui avait une certaine autonomie sur oui, il y avait le yuan et le renminbi. Exactement. Exactement, tout à fait. Et la Chine, chaque province, suivant son mérite, son effort, son travail, sa bonne gestion, pouvait acheter du yuan et avoir qui avait une parité à peu près semblable avec les grandes monnaies et pouvoir travailler sur le marché international. Si une province gérait mal, elle n'avait pas accès au marché international. Et je pense que ça aurait pu servir d'exemple en Europe. Mais malheureusement, j'ai l'impression que la Chine s'oriente vers un abandon de ce système. Voilà. Et d'autre part, la Chine avait quand même de gros problèmes de spéculation en interne aussi. Donc ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout pas tous les problèmes. Le système aurait pu servir d'exemple. Oui, parce que vous aviez la monnaie nationale qui n'était pas sur le marché monétaire, donc qui n'était pas soumis à spéculation de gens comme Soros ou de hedge funds. Ça, c'est ce que proposait Philippot avec l'euro commun et l'euro unique, les deux monnaies. Oui, enfin, l'euro commun, l'euro unique. Non, mais si vous voulez... C'est de la dialectique. Hein. Non, il pouvait y avoir... Oui, parce que lui, il pensait au serpent monétaire, à l'ancien serpent monétaire. Il pouvait y avoir un euro commun, et un euro unique plutôt, et puis une monnaie, un euro national, l'euro unique... Mais c'est ce qui existe actuellement. Ah non, vous n'avez pas de monnaie nationale. L'euro, il est bon partout, c'est le même. Ah non, alors là, excusez-moi, monsieur, je m'inscris en faux contre ce que vous l'euro dites. en France et en Allemagne n'a pas la même valeur. Ah, absolument. À cause du social. Et Target 2, et les Allemands se sont opposés justement à ce que la monnaie soit une monnaie identique pour pouvoir en sortir. Non, alors absolument pas, sortez-vous de la tête ça. Chaque euro localisé sur un territoire a la valeur du territoire duquel elle vient. Et c'est bien pour ça que les Allemands sont très inquiets parce qu'ils ont dans le bilan de leur banque centrale tous les euros qui viennent de Grèce, d'Espagne et d'Italie que les gens veulent mettre à l'abri. Donc ils ont des créances extrêmement douteuses dans leur propre banque centrale. Là, moi je crois que vous ne répondez pas. Bon, ce sont des créances. Des créances, c'est une chose. L'euro, à mon avis, à ma connaissance, il est coté d'une façon unique en Europe vis-à-vis du dollar ou de n'importe quoi. Non, parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes intérêts. Sur le marché de l'intérêt, ils ne sont pas soumis aux mêmes taux. C'est un autre problème. Non, ce n'est pas un autre problème. Si je veux acheter des dollars moi, avec des euros, que je les achète n'importe où... Oui, mais ça, c'est la valeur faciale. Oui. Mais c'est pas corrélé avec la valeur réelle de l'État et ce qui circule dans l'État en fonction des avoirs et des dettes. Oui, la valeur faciale est identique, on est bien d'accord. Bon. Mais l'euro, c'est pas une monnaie commune, c'est un panier, une indivision de monnaie. C'est ni commun ni rien, c'est une indivision, c'est un panier de monnaie en indivision. Voilà ce que c'est l'euro. C'est ce que je crains pour une monnaie. Je ne comprends pas. L'euro est un panier de monnaie en indivision. Et chaque monnaie conserve sa propre valeur monétaire sur le marché international. Un euro grec n'a pas la même valeur qu'un Deutsche Euro. Mais l'euro grec, il a bien été imprimé par la BCE. Quand il arrive facialement, il a la même valeur. Mais sur le marché de l'échange monétaire, il n'a pas la même valeur. Et en interne, il n'est pas racheté de la même façon. Non. Ça, c'est une autre histoire. Non, l'euro, c'est une imposture de plus. Et chacun sait que l'indivision est un moyen de survie.
Ah bah voilà, ça c'est vrai. Pour ceux qui l'ont expérimenté en famille, par exemple. Françoise? Parmi les signes d'espoir, est-ce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce qui s'est passé en Islande? Ah oui, effectivement. Ça c'est une bonne chose. Ça aurait dû être beaucoup plus connu. Ah bah oui, mais effectivement, on n'en a pas parlé de la même façon qu'on ne parle pas de l'initiative Monnaie Pleine qui va être soumise à votation populaire demain en Suisse. J'allais vous poser la Voilà, question. oui, c'est ça. Ah bah alors ça c'est un projet qui consiste à retirer la création monétaire par crédit aux banques privées. C'est-à-dire que les particuliers pourront mettre leur revenus à l'abri au sein de la Banque centrale suisse. Voilà. Donc ce système-là, il est évidemment incomplet parce que ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais néanmoins de nature à mettre par terre tout le système international si par hasard ce système se développait sur les pays limitrophes. De toute façon, ça mettra en grande difficulté les banques privées qui œuvrent en Suisse. Donc eux ont très peur et ça risque de déstabiliser, même si cette votation était réalisée, si elle passait demain, ça déstabiliserait très fortement les banques privées suisses, enfin installées en Suisse, et donc ça agirait sur l'intégralité du système financier international. Donc de toute façon, les banquiers sont vent debout contre ce système et ont très très peur. Et je vous garantis qu'il n'y a pas que les banquiers, il y a aussi les économistes aux ordres. Si ça passe, on a une crise. Mais la crise, de toute façon, on va la voir. Hein. Excusez-moi, mais si ça passe, les Suisses auront mis leurs avoirs à l'abri, pas les autres. Il y aura un bouc émissaire surtout pour la crise. Enfin. Oh bah, les boucs émissaires, les médias, je vous dis tout de suite, mettront l'initiative Monnaie Pleine en bouc émissaire. Mais ça ne veut pas dire que ça sera la vraie cause de leur problème. Hein. Ça ne voudra pas dire que cette initiative sera la véritable cause des problèmes des populations en général. Et deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé en Islande? Et la deuxième question, c'est je suis... Je vais laisser madame répondre parce qu'elle a suivi cette Je phrase. suis habituée aux remises en question de pouvoir médiatique. Mais alors vous, contrez à la fois Wall Street, la Cité et Rotterdam, ça me paraît très très gros. Vous êtes seul, vous avez fait école, vous avez des gens autour de vous Non, j'ai pas fait école et en particulier pas chez les économistes. Je fais école, oui, parce que moi j'ai entrepris, hein, c'est une sorte de mission, je ne sais pas de quelle nature, mais c'est certainement qui dépasse ma modeste personne. Et je pense que les choses sont tellement graves que les gens doivent être au courant. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas tellement le phénomène de domination, on a connu ça dans l'histoire. Aujourd'hui, vous avez un développement technologique qui est totalement hallucinant. Et je ne pense pas qu'au développement de l'informatique, encore que, quand vous pensez à l'intelligence artificielle, il y a de quoi quand même avoir quelques sueurs froides si vous mettez toutes ces technologies dans des mains malfaisantes. Ce qui est déjà le cas, oui. Ce qui actuellement est intégralement le cas. Donc il faut impérativement, et ça c'est la survie de l'humanité qui est en jeu, c'est la survie de l'espèce humaine, de se réapproprier toutes ces technologies. Parce qu'actuellement, elles sont dans les mains des principaux propriétaires de capitaux. Et je vous garantis que ce qu'ils sont en train de préparer n'est pas très réjouissant. Et nous allons avoir affaire à un asservissement que l'on n'a jamais connu dans toute l'histoire de l'humanité. L'humain va devenir une pièce de rechange détachée, une pièce pour la vie éternelle de certains individus. Donc j'insiste, ça va au-delà du système de domination. Aujourd'hui, c'est vraiment l'humain et la liberté qui est en danger, et en grave danger. C'est pas dans 50 ans, c'est pas dans 100 ans que ça va arriver, c'est dans 10, 20 ans. Donc tout est aujourd'hui en place. Les gens ne sont pas informés, mais renseignez-vous un petit peu et on trouve les informations quand même aujourd'hui. Notamment grâce à Internet, qui n'a pas que du mauvais. Hein. Je pense qu'on est dans une période de transition. La porte on a une fenêtre dans laquelle on peut agir. Et si cette fenêtre se referme, et ben là, je crois que les lendemains vont sérieusement, mais très sérieusement déchanter. C'est... L'Islande.
L'Islande, vous savez bien que sous la pression populaire, les hommes politiques n'ont pas pu faire autrement que mettre les banquiers en prison. Sous la pression populaire, j'insiste. C'est pas les hommes politiques qui ont pris l'initiative parce qu'ils voulaient pas le faire au départ. Hein. Mais ils ont tellement eu peur de se faire pendre que finalement ils ont accédé au desiderata populaire. Voilà, et c'est quand même le seul pays au monde qui a mis des banquiers en prison. Enfin, je veux dire, ça, c'est inouï. C'est inouï dans toute l'histoire. Toute l'histoire du XXe siècle, en tout cas. Enfin, moi, madame, je vous félicite pour ramer contre la pensée unique. Qui est, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, cette pensée unique qui est en fin de compte le fruit de certains lobbies. Et bravo pour ce que vous faites, et bravo parce que c'est pas évident. C'est pas, ça ne doit pas être rose tous les jours. Et non. Vous le faites brillamment, de façon concise, et je vous en félicite du fond du cœur. Merci. Alors, Bernard. Un petit mot pour vous remercier aussi pour ce que vous avez dit, qui est très important et que je partage entièrement. Je me permets, ayant été plongé dans la vie politique pendant un certain nombre d'années, de dire ce que vous dénoncez à propos de la monnaie, et il faut le faire parce que c'est une approche qui est assez facilement recevable d'une certaine manière, même si vous avez des difficultés. Ce que vous dites est transposable dans tous les domaines de la vie. Il s'agit ni plus ni moins, et c'est pour ça que vous avez bien fait de commencer par dire en quoi consiste la monnaie, il s'agit ni plus ni moins de reconnaître la seule autorité qui vaille dans le monde, c'est la vérité. En matière de bioéthique, en matière de vie humaine, dans tous les domaines, on trouve le même problème. On est confronté à l'heure actuelle à la destruction systématique de toute vérité sur l'être humain. Et la monnaie en particulier. Oui, parce que la monnaie, en fait, la monnaie n'est qu'un outil. La monnaie, c'est un outil au service d'une idéologie, effectivement, vraiment contraire à la vérité.